Le président de la République, Emmanuel Macron, a organisé vendredi 27 janvier une réception dans la salle des fêtes de l'Élysée pour célébrer le Nouvel An lunaire. Une centaine d'invités, dont l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin, le chef cuisinier français d'origine coréenne, Pierre Sang, ou encore des représentants de la diaspora asiatique étaient présents. Bien, Mesdames les ministres, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la directrice générale, Messieurs les officiers généraux, chers amis, on entend le jeune âge qui proteste, je ne serai pas long, mais je tenais à vous rassembler dans cette salle des fêtes, 5 ans après notre dernière célébration du Nouvel An lunaire ici même. Il souffle à nouveau sur l'Élysée un grand vent d'Est et je suis très heureux de vous retrouver pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Alors qu'on l'appelle Chunjie dans la tradition chinoise, Tet au Vietnam, Solal en Corée, cette fête est un moment de partage, de retrouvailles, une occasion de se rassembler entre amis et en famille pour se remémorer les souvenirs de l'année passée, se réjouir de l'année à venir. Une charnière si importante qu'il faut lui donner du temps, 2 semaines qui vont se conclure par la fête des lanternes, le 5 février cette année. Alors la crise sanitaire nous avait contraints d'annuler à plusieurs reprises cet événement et je sais que nombre d'entre vous ont dû passer cette longue période éprouvante, souvent loin de leur famille, de leurs proches, sans pouvoir partager ces moments et je sais combien cette période a été difficile. Après avoir plaidé sans relâche pour une relance des échanges, des liaisons, je suis heureux de voir que maintenant tous les déplacements reprennent et je pense que nous partagerons tous la nécessité de ces contacts humains qui nous avaient tant manqué. C'est le fil de notre histoire que nous renouons et c'est aussi le sens de votre présence. Parce que nous avons en effet une histoire commune et je vais ici juste le dire en quelques mots, malgré l'altérité parfois radicale en termes de culture, de langue, il y a un lien profond nourri par une histoire. Des routes de la soie comme des routes de la foi, explorées d'abord par les franciscains, Jean de Plancarpin et Guillaume de Rubruck, grand ami de Saint-Louis, puis Marco Polo, le rôle des jésuites, je ne veux pas ici faire de concurrence ou de jalousie entre les uns et les autres, bientôt dans lequel se sont engouffrés les caravanes, les missions, les ambassades, les imaginaires. Et les liens qui existent entre la France et toute la sous-région ont été nourris par la littérature, les grandes odyssées, les grands textes, les grandes découvertes, le commerce, et continuent de l'être. Et aux guerres d'hier ont succédé les coopérations militaires d'aujourd'hui. J'étais à l'instant avec notre coopération avec Singapour qui se tient à Cazaux. Ensuite, à travers la présence coloniale, la France plaça sous le protectorat ces pays qu'on dénommait alors Indochine, qui sont aujourd'hui les États indépendants et souverains du Cambodge, du Laos et du Vietnam, par des liens de reconnaissance également forgés au travers des conflits mondiaux. Et je veux ici aussi le redire pour les communautés que vous représentez, que nul ne l'oublie en ce moment. Les 140 000 travailleurs venus de Chine pour soutenir l'effort de guerre français pendant la Grande Guerre ont contribué à la résistance de notre pays. Beaucoup sont restés en France, ensuite, en temps de paix, pour y construire une nouvelle vie, et ont posé les bases d'une diaspora chinoise qui est aujourd'hui la plus importante d'Europe. Parmi les 2000 étudiants ouvriers chinois venus travailler dans les usines françaises, entre 1919 et 1920, à Paris, à Grenoble, à Montargis, pour beaucoup, on compte des noms qui ont marqué l'histoire du XXe siècle, comme ceux de Deng Xiaoping ou de Zhou Enlai. Mais je pense aussi aux 49 000 travailleurs, aux 43 000 tirailleurs indo-chinois, venus eux aussi soutenir l'effort des poilus. Et au moment où tant de familles se réunissent, je veux rendre hommage à tous ceux qui ont des aïeux, qui ont servi à nos côtés lorsque la France se battait pour sa survie, dans les tranchées de Verdun, sur le chemin des Dames ou au front de Salonique. À ces sacrifices, nous avons répondu en nous engageant résolument en faveur de la paix et de la sécurité en Asie. Lors de la guerre de Corée, la France a répondu présente en déployant au sein de l'ONU plus de 3000 volontaires français. 269 de nos soldats ont perdu la vie sur le sol coréen
avant que ne sonne l'armistice de 1953, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire. Plus tard, la France est devenue terre d'accueil, elle s'est ouverte aux réfugiés fuyant les violences et les persécutions. 120 000 de ceux qui ont été appelés les boat people, dont certains ont été sauvés par notre marine, sont venus en France dans les années 70 grâce à une mobilisation et un élan exceptionnel de générosité. Et donc les parcours de vos familles sont la mémoire vivante de ce lien historique avec l'Asie. Depuis le début de mon premier mandat, nous avons réengagé avec l'Asie et le Pacifique une stratégie nouvelle. Cette stratégie Indo-Pacifique, c'est au fond la conséquence que nous avons voulu tirer de ce lien, de notre présence dans la région à travers nos propres territoires ultramarins, mais également de la géopolitique qui s'ouvre dans toute cette région. Intimement liée à une France continentale inscrite dans le territoire européen, il existe en effet une France archipel qui s'épanouit en renforçant ses identités locales et surtout en développant ses voisinages. Et nous avons une volonté partout autour de ces territoires, de la Polynésie française à la Nouvelle-Calédonie, en passant par Wallis et Futuna et jusqu'à la Réunion et Mayotte, à bâtir une stratégie indo-pacifique qui permette de construire et de solidifier une paix durable, c'est-à-dire celle qui permet de faire coexister toutes les souverainetés, qui assure la liberté de la souveraineté, pour citer l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull, et qui, loin des confrontations géopolitiques, vise à y défendre nos valeurs universelles, celles de la Charte des Nations Unies, de liberté, de respect de dignité des femmes et des hommes. Ces valeurs ne sont pas régionales ou locales, elles sont dans une charte que nous avons tous célébrée et signée, et de permettre de construire les équilibres de la région. À Bali puis à Bangkok, au mois de novembre dernier, une tournée importante m'a permis de fixer de nouvelles ambitions avec nos partenaires asiatiques, avec qui j'avais maintenu le contact tout au long de la pandémie, et redonné de l'élan à cette stratégie que nous avons bâtie en 2018, que nous avons ensuite européanisée un peu plus de 2 ans plus tard, et pour laquelle nous allons poursuivre. Et les présidences successives du G7 au Japon et du G20 en Inde offriront la voie de nouveaux progrès justement à cet égard. Et les défis ne manquent pas, réduire les tensions dans toute la région, permettre que la paix, le respect de la stabilité demeure dans tout le continent, permettre aussi de relever ensemble les grands défis du moment, et j'en vois 2, celui de la paix universelle et celui du climat, pour ne pas être plus long. La paix universelle, je veux avoir un mot simple. Tous nos pays ont une position à tenir. Celle du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Parce que là aussi, ce sont simplement les valeurs de la Charte. Et en quelque sorte, quelles que soient les amitiés, les alliances que l'on peut nourrir. Et je vous parle là depuis une position où d'aucuns, en d'autres temps, ont pu me reprocher de parler si longtemps à la Russie, et je continuerai d'ailleurs de parler à la Russie. Mais qui pourrait défendre la possibilité d'un ordre international libre et stable si nous fermions les yeux devant une guerre impérialiste? Personne. Et donc nous sommes tous responsables de cet ordre. Et nous devons le faire respecter en étant clairs, simplement sur nos principes, mais clairement sur nos principes. De la même manière, le défi du climat et de la biodiversité est essentiel et suppose une coopération entre tous nos pays pour tenir nos objectifs, mieux protéger et avancer. Sur le plan économique, technologique, scientifique, nous sommes aussi résolument engagés et cette stratégie indo-pacifique a vocation à servir, si je puis dire, cet agenda. De très nombreux investisseurs asiatiques ont déjà fait confiance à la France. Je me réjouis de vous rendre hommage le 15 mai prochain lors de notre traditionnel Choose France, car si la pandémie a empêché beaucoup d'acteurs phares de la zone de venir l'an passé, ils seront pleinement présents pour cette édition. Et de la même manière, je me félicite de retrouver ici beaucoup d'acteurs économiques français qui sont investis dans la relation économique avec le continent et qui, industriels, grands fonds d'investissement, croient dans les pays qui sont ici représentés à travers leur communauté, leurs ambassadeurs et ambassadrices,
et dans lesquels il y a une volonté d'investir encore davantage et plus fortement pour porter justement cette relation. Nos échanges culturels sont là aussi pour nous rappeler la richesse de ces affinités profondes. Les dirigeants de nos établissements culturels sont là et je les en remercie. Les musées Guimet, le musée du Quai Branly, Cernouchy, le Centre Pompidou, le musée du Louvre contribuent à leur offrir une caisse de résonance, à nous ouvrir les yeux sur les richesses, à nous interroger sur une région qui formait un monde en soi pendant des millénaires et qui nous nourrit encore. Et je souhaite que nous puissions continuer d'avoir une ambition dans notre programmation. Je sais que directrices, directeurs et présidents qui sont là portent cette ambition, mais que nous puissions continuer très fortement nos coopérations sur tout le volet culturel, de programmation artistique, de coopération aussi académique et scientifique. J'étais à l'instant avec Gao Xingtian, couronné du prix Nobel de littérature et qui nous avons remis un signe de commandeur de la Légion d'honneur, mais de Xingtian à François Cheng, que ses œuvres ont mené à l'Académie française, Lin Dan Pham, qui brille sur nos écrans de cinéma, Liu Fan, dont les sculptures monumentales ont orné entre autres le château de Versailles, Park Ji-yoon, qui enchante l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Park Se-eun, étoile à l'Opéra de Paris, et tant d'autres artistes, acteurs, cinéastes, danseurs et danseuses, plasticiens, calligraphes, musiciens encore, je ne peux pas tous les citer. Nos liens culturels sont là comme des ponts essentiels. À la racine de tous ces liens, on trouve évidemment l'apprentissage de la langue. Alors on peut toujours utiliser une langue tierce, m'objectera-t-on. On peut recourir à des traducteurs, mais sans aller jusqu'à accuser les traducteurs de traîtrise, comme le fait un célèbre adage italien, ce n'est qu'en parlant vraiment soi-même une langue qu'on rentre dans l'intimité des esprits qui l'ont façonnée. Alors à ce titre, je suis ravi de voir que les étudiants asiatiques sont toujours plus nombreux sur les bancs de nos universités, faisant vivre cette francophonie qui nous est chère, tandis que les Français se tournent aussi vers l'apprentissage des langues asiatiques, notamment au sein de nos plus prestigieuses institutions, comme l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Et au vu de nos échanges toujours plus étroits avec l'Asie, je suis convaincu qu'il faudra se donner les moyens pour renforcer notre compétence à dialoguer, dans tous les sens du terme, avec le continent. Voilà ce que je voulais vous dire avant de conclure, pour avoir un mot plus particulier à l'égard des communautés. Vous tous ici, Français de culture asiatique, asiatiques amoureux de la France, vous êtes le trait d'union de notre relation. J'ai eu la chance ces dernières années de croiser le parcours de beaucoup d'entre vous, vous m'avez parfois accompagné dans des voyages, accueilli des événements, nourri cette relation avec beaucoup de force, et je l'ai rappelé au début de mon propos, y compris dans une période si difficile qu'a été la pandémie. Ça fait de vous un élément très précieux de nos sociétés, et vos préoccupations sont aussi celles de la République. La première, c'est évidemment la lutte contre toutes les formes de discrimination. Les dernières années ont vu une recrudescence de ces actes à cause des préjugés liés à la pandémie, ce qui nous a conduit à réagir immédiatement pour protéger et sanctionner ces comportements. Les représentants du monde associatif qui sont là ce soir, et je les en remercie une fois encore, et leur engagement est exceptionnel, ont tout de suite relayé les comportements et ils ont montré un engagement déterminant sur le terrain. Je citerai, sans être exhaustif, les Jeunes Chinois de France, le Haut Conseil des Asiatiques de France, l'Association des Chinois résidant en France, les avocats d'origine chinoise, et je les remercie. Le deuxième, c'est la sécurité. Il y a encore ce sentiment diffus que certains quartiers doivent être évités, en particulier la nuit pour les jeunes femmes. C'est une réalité inacceptable à laquelle j'ai voulu m'attaquer fortement en prenant des mesures contre le harcèlement de rue, et nous poursuivrons ce combat sans relâche, avec la même fermeté, car la règle républicaine doit être appliquée partout. Et puis la troisième priorité, c'est le dynamisme des relations humaines, culturelles et économiques. Et je veux saluer une nouvelle fois la vitalité de vos communautés dans tous les aspects de notre économie, du commerce du quotidien à l'innovation technologique et la conquête de marchés. Durant notre premier quinquennat, nous avons beaucoup fait pour consolider le monde de l'entreprise avec des résultats significatifs. Et je sais que vous continuerez à contribuer à cette vitalité et à cette force. En tout cas, je compte sur vous. Voilà, mesdames et messieurs, quelques mots que je voulais avoir en cette année qui s'ouvre, pour à la fois rappeler tout ce qui nous lie et marquer quelques jalons. Cette année sera celle du lapin d'eau. On me dit que le lapin représente l'espoir et la souplesse dans l'action.
J'y vois un programme stimulant en cette période de réouverture et de réengagement où l'énergie et la souplesse ne seront pas de trop pour accomplir nos ambitions. Quant à l'eau, c'est l'élément de la communication, de la fluidité dans les échanges, et je crois que nous ne pourrions pas mieux honorer ce signe qu'en nous réunissant ainsi ce soir. Voyez cette réunion amicale, au sens complet du terme, comme le témoignage d'une reconnaissance pour cette histoire, d'une volonté après des années difficiles de nous retrouver, mais surtout de la faire vivre dans la durée. Tous mes vœux pour cette année qui s'ouvre et l'assurance de notre confiance profonde. Merci à toutes et tous. Maintenant, on boit un verre. Reportage par Mandarin TV.